Vendredi 6 novembre 2020, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal politique, avec la réforme du système partisan qui devient effective au Bénin, les partis politiques éligibles au financement public sont depuis hier en possession des fonds devant servir leur formation politique. Les responsables des 3 formations politiques étaient hier à la Commission électorale nationale autonome. C'est bien pour la réception des chèques. Toujours dans ce journal, ce coup de filet des douanes béninoises, une douzaine d'individus trafiquant des produits hydrocarbures ont été donc appréhendés et démantelés par la cité Agoncé dans la commune de Tofom. Et ceci grâce aux éléments du commandant Marcelin Laourou du service d'intervention rapide de la douane atlantique littorale. Vous verrez dans ce journal leur mode d'opération. Et enfin, prévention des violences basées sur le genre, protection et autonomisation des filles et femmes en temps de pandémie de Covid-19. Bientôt, ce projet sera une réalité au Bénin. L'annonce a été faite jeudi par la ministre en charge des Affaires sociales et l'ambassadrice du Canada au Bénin. Vous faites bien de toujours nous préférer sur Canal 3 Bénin pour vous informer. Bienvenue. Bonjour à tous. 590 millions de francs CFA pour l'Union progressiste, 505 millions de francs CFA pour le Bloc républicain et 103 millions de francs CFA pour le parti Foscori pour un Bénin émergent. Eh bien, ce sont là les sommes remises aux formations politiques dans le cadre du financement public des partis politiques au Bénin. La remise des chèques a eu lieu à la Commission électorale nationale autonome. C'était hier, ici même à Cotonou. Herman Parfait Aniambossou, Henri Ganti. Des chèques grand format pour la remise symbolique des mains du président de la Sénat à chacune des délégations des 3 formations politiques éligibles au financement public. Une clé de répartition qui a tenu compte du nombre de députés et d'élus locaux de chaque parti politique, avec au bout du rouleau l'Union progressiste qui s'en sort pour plus de 590 millions de francs CFA. La remise de ce chèque nous engage à d'autres responsabilités. Et le président de la Sénat l'a confirmé, affirmé, et tout à l'heure, il nous parlait déjà des dispositions prises par la Sénat pour aller au contrôle. Et ce ne serait certainement pas seulement la Sénat, c'est d'autres institutions de la République qui viendront contrôler l'utilisation des fonds qui sont mis à notre disposition. Au niveau de l'Union progressiste, on a pris les dispositions pour que les fonds même collectés au niveau des militants soient gérés suivant les règles définies par les tests en vigueur en République du Bénin. 505 millions pour le Bloc républicain. De mémoire de politiciens, on n'a jamais eu un financement de partis politiques. Donc c'est la première fois, la toute première fois que nous recevons ce pactole-là. Ça veut dire que le système partisan est bien en route dans notre pays de Bénin. Donc je profite de cette occasion pour féliciter toute la classe politique béninoise. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le gouvernement, parce que c'est par la volonté du gouvernement que ce montant a pu être décaissé. Et la Foscori pour un Bénin émergent qui devra se contenter de 103 millions de francs CFA. Évidemment, le chèque n'est pas grand. Nous pensons que prochainement, on va recevoir grand, parce que ça nous amène à travailler. Donc, ce que nous avons reçu, c'est pour permettre la formation de nos militants, la restructuration du parti, et aussi comment préparer les élections qui s'annoncent. Donc, c'est le moment pour moi ici de féliciter tous les militants du parti. Je leur dis que le parti est avec eux et que nous ferons tout pour que ces élections-là qui viennent là se passent bien. Ces différentes sommes ne représentent que 80% des sommes totales dues aux formations politiques dans le cadre de cette opération. Le président de la Sénat rappelle à l'attention des délégués des partis politiques présents les procédures de gestion des fonds publics. Il est aussi important de mentionner que les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Alors, tout manquement à la bonne gestion de ces fonds entraîne
ipso facto la perte du bénéfice du financement sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. L'appui financier aux partis politiques vient compléter les ressources propres. Une destination bien connue, dépenses de fonctionnement, éducation civique, sans oublier la participation aux consultations électorales. Et je vous le disais en titre, ce coup de filet des douanes béninoises, le commandant Marcelin Laroux du service d'intervention rapide Atlantique Littoral et ses hommes ont appréhendé dans la nuit du mardi au mercredi une douzaine d'individus trafiquant des produits d'hydrocarbures. La spécificité de ces derniers, ce sont les camions en réalité ciblés et qui sont en transit vers les pays de l'Interland. L'opération de démantèlement s'est effectuée à Gon, c'est bien dans la commune de Tofor, et les indélicats sont présentés à la presse jeudi. Akime Ouseni Seydou. L'opération tient du flair et de l'efficacité des hommes de l'inspecteur des douanes, Marcelin Laourou. Il n'y a plus de déversement possible de marchandises en transit sans qu'on les prenne. C'est fini ça. Partout ils vont chercher à frauder. En tout cas, la douane, avec nos partenaires, on est là pour mettre la main sur eux. Il faut qu'ils arrêtent dès cet instant. Nous sommes à Tofor, département de l'Atlantique, et dans ce parking situé à Gon. Et non autorisé s'opère un siphonnement des camions-citernes, fort curieusement, en transit vers les pays de l'Interland. Le liquide récupéré est mis en consommation sur le territoire national. Ces marchandises qui devaient sortir du territoire douanier ont été cachées dans le parc que vous voyez et le carburant a été siphonné et vendu aux Béninois. En réalité, pour pouvoir prélever en temps normal, il faut rompre le plomb. Mais voilà les gens qui ont pu réfléchir et sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. C'est des pratiques que les chauffeurs ont l'habitude de faire. Ce n'est pas pour leur première fois. 12 camions-citernes de 45 000 litres chacun sont au cœur de cet acte répréhensible. Les auteurs et co-auteurs ont été pris en flagrant délit dans la nuit du mardi au mercredi. Le service d'intervention rapide Atlantique Littoral de la douane béninoise garde les yeux grands ouverts. Cette manière d'opérer est finie désormais. La douane, on ne dort pas. S'ils sont là à 2 heures, on est là. La preuve est que c'est à 2h11 qu'on les a pris. Ce cas, il y a un cumul d'infractions. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il y a infraction douanière, il y a infraction de droit commun qui est une corruption active. L'argent qu'ils nous ont proposé, on a pris l'argent, c'est là, puisqu'il y a la procédure judiciaire, je ne vais pas vous donner le montant. L'argent se trouve avec l'officier de police judiciaire qui est en train de faire la procédure. Sur place à Agon, aux côtés de l'inspecteur Marcelin Laourou, le receveur douane hydrocarbures Cotonou. S'il devait dédouaner ces produits-là qui sont en train de brader sur le territoire national, il doit dédouaner un seul camion à 8 600 000. Et ici, c'est les véhicules de 60 000 litres, les droits vont jusqu'à 11 500 000. Et imaginez, si nous avons de ces genres de camions, des centaines par jour, imaginez ce que l'État béninois perd. Cette opération de démantèlement menée par le service d'intervention rapide Atlantique Littoral de la douane béninoise fera place à une poursuite judiciaire. Les 12 camions arraisonnés ont été conduits à Cotonou. Les auteurs et co-auteurs de leur toutes nos excuses pour cette qualité sonore de cet élément. Et au détour de cette sortie médiatique, le commandant des douanes Marcelin Laourou a saisi l'occasion pour rappeler aux usagers du délai légal du retrait des marchandises qui font objet donc de saisie et pas des agents de la douane. Le délai, il a précisé, est de 15 jours et passant ce délai, c'est la confiscation d'office en dépôt et s'ensuit donc une vente aux enchères publiques. Marcelin Laourou sur des propos recueillis par Akime Seydou. En matière douanière, les marchandises que nous saisissons, si les gens ne viennent pas retirer ça dans un délai de 15 jours, c'est la confiscation d'office. Conformément à l'article 280, toute marchandise qui est saisie et le propriétaire ne vient pas retirer dans un délai de 15 jours, il y a ce qu'on appelle la confiscation d'office en dépôt. C'est-à-dire qu'après 15 jours, la marchandise ne vous appartient plus, l'État va faire la procédure pour vendre ça aux enchères publiques.
C'est pourquoi je voulais profiter pour dire, ceux qui ont des véhicules au niveau du service d'intervention rapide, Atlantique littoral, ceux qui ont les motos, ceux qui ont toutes sortes de marchandises que nous avons saisies, s'ils ne viennent pas les retirer dans un délai de 15 jours, nous allons les vendre aux enchères publiques. Nous ne sommes pas un dépôt ordinaire où les gens pensent que ça va faire 6 mois. Dans les saisies, en ce qui concerne les services régionaux de lutte contre la fraude, c'est 15 jours. Et je voudrais que la population sache, si quelqu'un ne vient pas, l'article 280, 5e tiret, c'est constitution d'office. C'est-à-dire que pour que la marchandise entre dans le patrimoine de l'État, on n'a pas besoin de faire une procédure judiciaire avant de faire la confiscation. C'est pour la vente maintenant qu'il faut faire la procédure judiciaire. Donc après 15 jours, 16e jour, l'État peut vendre. Puis cet atelier de la Direction générale de la programmation et de suivi des investissements publics au ministère du Plan et du Développement, c'est bien pour la dissémination du manuel de gestion des investissements publics au profit des acteurs de la chaîne de planification, de la programmation, de la budgétisation et de suivi et évaluation. L'atelier a eu lieu jeudi ici à Cotonou. Regardez. Sont venus des ministères, des préfectures et des mairies, tous des acteurs de la chaîne de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi-évaluation. Ils participent à cet atelier pour être aguerris sur le contenu du manuel de gestion des investissements publics, un document réalisé par la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements publics du ministère du Plan et du Développement. Fruit d'un long travail de réflexion coordonné par la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements publics, sous le leadership du ministre d'État chargé du plan et du développement, le manuel est élaboré de façon participative avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi-évaluation. Cet atelier est l'étape de Cotonou, laquelle vient clôturer la série de rendez-vous de dissémination initiée avec l'accompagnement du projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance. Cette série de formations a débuté il y a de cela 2 semaines avec la formation, le renforcement des capacités en matière d'évaluation et santé des programmes et projets. Cette formation ou cette série de formations va se poursuivre, et comme je l'ai dit tantôt, dans les jours à venir, sur un certain nombre d'aspects en lien toujours avec la gestion des investissements publics. Et je voudrais pouvoir compter sur vous pour répondre présent à l'ensemble de ces différentes sessions qui s'ouvriront les jours à venir. Mesdames et messieurs, le manuel opérationnalise le décret numéro 2019-193 du 17 juillet 2019 fixant le cadre général de la gestion des projets d'investissement, des programmes d'investissement public. Véritable socle de gestion axé sur les résultats dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Il permet de mettre fin aux insuffisances actuelles relevées dans la présentation des différents produits issus de la gestion des projets et programmes de développement. Au cours de cet atelier, une présentation du manuel de gestion des investissements publics sera faite aux participants, suivie d'une communication sur les différents acteurs et leur rôle. Et depuis le 2 novembre 2020, Cotonou abrite la réunion statutaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est bien dans ce cadre que le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Et bien, plusieurs sujets ont fait l'objet de leur discussion. Voici les explications du secrétaire général à sa sortie d'audience. I came to Benin, ECOWAS, the parliament. Au Bénin, participer à une réunion de la CEDEAO. Of ECOWAS. It would be important to come. Je me suis dit qu'il est bon et bien séant de rendre une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères. So it really was a courtesy. J'ai été élu par l'Union africaine en février passé comme secrétaire général de la ZLECAF.
Au cours des échanges, nous avons parlé des opportunités qu'offre la ZLECAf, et également des défis qui se présentent à l'Afrique, et voir de la manière la plus positive possible pour l'Afrique de tirer bénéfice de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Nous avons eu des échanges très fructueux et j'ai pris l'engagement auprès du ministre de revenir au Bénin ici pour faire comprendre à toutes les couches de la population les opportunités que le Bénin et l'Afrique pourraient tirer de cette zone de libre-échange continentale. Donc très prochainement, je m'engage à revenir ici au Bénin pour rencontrer tous les acteurs, pour expliquer le bien fondé de cette zone de libre-échange pour notre continent. D'une rencontre à une autre, le Bénin accueille depuis hier la 6e édition du Salon de l'innovation et du partage des banques et des PME de l'UEMOA. C'est un rendez-vous sous-régional pour échanger sur les moyens de rendre plus efficientes les PME de l'espace UEMOA. Ali Moumouni, Rafatou Amadou et Moufid Sabouan. Commerce intracommunautaire et compétitivité des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire de la COVID-19, tel est le thème de cette 6e édition du Salon des banques et PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un thème qui cadre bien avec les objectifs de cette rencontre régionale dont le principal est de favoriser la résilience des petites et moyennes entreprises des pays membres de l'espace. Depuis sa création, à travers vents et marées, le Salon a tenu à montrer sa détermination par sa régularité. Il n'a pas encore manqué la première semaine du mois de novembre de chaque année, depuis que cette option a été prise. Cette année, malgré le contexte du Covid-19, nous arrivons à nous retrouver dans des conditions que nous avons adaptées à ce contexte inédit et inhabituel. Le Salon des banques et PME de l'UEMOA est l'occasion rêvée pour les petites et moyennes entreprises d'échanger avec leurs partenaires et de partager des expériences pour aboutir à des solutions innovantes. La rencontre vise également à faire découvrir les PME pour davantage les promouvoir. Depuis sa première édition, cet événement est indéniablement devenu au fil des années une formidable plateforme d'échange, de réflexion, mais aussi de promotion de l'esprit d'entreprendre dans la zone UEMOA. Il s'agit ici pour vous et pour nous tous de continuer à chercher des solutions alternatives aux problèmes du financement et du développement des PME dans la zone UEMOA. Nous avons besoin de telles initiatives et ma présence aujourd'hui ici témoigne de mon soutien et celle du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Je voudrais saisir la présente occasion pour inviter les acteurs de banque ainsi que toutes les structures d'accompagnement des PME à faire du dispositif du soutien au financement des PME une réalité qui leur permet de faire face aux enjeux de compétitivité et d'exploitation des opportunités offertes par les marchés. Ce qui aussi pourra leur permettre d'amorcer les changements de mentalité et de s'inscrire dans les progrès qualitatifs en matière de financement des PME. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs panels d'échange seront animés par des experts mobilisés pour la circonstance. Les personnalités présentes ont à l'occasion procédé au lancement des activités des différents stands des PME et des banques installés dans le cadre de ce salon.
Bientôt, le projet dénommé Prévention des violences basées sur le genre, protection et l'autonomisation des filles et femmes en temps de la pandémie de Covid-19 sera une réalité au Bénin. L'annonce a été faite jeudi par la ministre des Affaires sociales et l'ambassadrice du Canada au Bénin. On retrouve Ali Moumouni. C'est un renfort de taille dont bénéficie le Bénin en cette période de crise sanitaire mondiale. L'appui dont il est ici question vient du Canada au profit des filles et femmes béninoises. C'est à travers le projet dénommé Prévention des violences basées sur le genre, protection et autonomisation des filles et femmes en temps de pandémie de Covid-19. L'annonce ainsi faite, le projet sera mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2017-18, 27% des femmes et filles de 15 à 49 ans subissent des actes de violence physique. Nous savons aussi que la pandémie de la COVID-19 augmente les violences basées sur le genre, surtout envers les femmes et les filles. Les filets et les réseaux de sécurité sociale formels et informels, dont de nombreuses femmes dépendent pour leur soutien, sont maintenant affaiblis en raison de la COVID-19 qui réduit la mobilité physique et l'accès à ces appuis importants. C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de vous annoncer, et voilà bien l'annonce, que le Canada fournira une contribution de 5 millions de dollars canadiens, soit plus de 2,1 milliards de francs CFA, à la mise en œuvre d'un nouveau projet afin de répondre aux besoins des femmes et des filles dans le contexte de la COVID-19. Le projet prend en compte les départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou ainsi que de l'Atlantique et s'étend sur 24 mois. Il vise à renforcer les services d'accompagnement et de référence des filles et femmes victimes de violences basées sur le genre, à intensifier les efforts de prévention et à favoriser l'innovation pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et jeunes filles. Une telle initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon, qui est donc résolument engagé pour la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre. Et Madame l'ambassadrice, votre visite en elle-même est porteuse du symbole de ce renforcement pour une lutte qui, je pense, sera certainement gagnée. Je voudrais saisir l'occasion de votre visite, de cette annonce très forte, pour vous réitérer également la détermination de notre gouvernement à enrayer définitivement ce fléau qui est une entrave sérieuse à l'épanouissement des femmes et des filles. Au cours de la cérémonie d'annonce du dit projet, des témoignages sont faits par des jeunes filles venues de différentes associations. Elles ont à l'occasion partagé avec l'assistance leur situation actuelle en cette période de Covid-19 et les actions menées en réponse à la pandémie. Et pendant ce temps, l'association Alafiataka au service de la communauté vole au secours des femmes démunies. C'est à travers une cérémonie organisée à la Maison des artisans du Djougou qu'elle a offert des machines à coudre aux femmes. Par ce geste, cette association aidée par son partenaire Coessien entend œuvrer pour l'épanouissement des femmes bénéficiaires. Abdou Sahabi Trissou. L'association Alpha-Taka au service de la communauté poursuit ses œuvres caritatives en collaboration avec la mairie de Djougou. Elle vient gracieusement offrir 50 machines à coudre à ces femmes issues des familles défavorisées. Une œuvre charitable rendue possible grâce à son partenaire Al-Hidaya, une association coétienne de charité qui apporte son appui aux couches démunies. On a aidé des gens dans notre communauté. Aujourd'hui, c'est le tour des femmes parce que nous avons vu que la société, c'est d'abord la femme. Raison pour laquelle l'association Alpha-Taka, en collaboration avec la mairie, nous avons opté pour cette activité ce jour. Nous l'espérons bien que ces machines vont les aider à s'épanouir. L'épanouissement de la femme et son autonomisation préoccupe à plus d'un titre cette association qui n'a pas lésiné sur les moyens
pour acquérir ce matériel. Un matériel pour soutenir ces femmes venues des départements de la Takora, du Borgou et bien évidemment de la Donga qui, faute de moyens, peinaient à créer leurs ateliers de couture. J'ai déjà mon diplôme de couture depuis 2013. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas encore eu de machine. Aujourd'hui, on nous a donné les machines à coudre. Je suis très fière de cette machine-là parce que ça va m'aider à travailler, ça va m'aider à avoir au moins un peu de moyens pour pouvoir me nourrir de moi-même. Vraiment, je voudrais remercier les personnes, les initiateurs de cette activité. Je voudrais que vous utilisiez très bien ce matériel pour que les autres filles qui n'ont pas eu la chance d'être ici ce matin puissent aussi bénéficier un jour de cette grâce. Cette action sociale est aussi saluée par l'autorité communale qui a saisi l'occasion pour formuler une doléance à l'endroit des donateurs. Monsieur le président d'Al-Fataka, je voulais vous dire merci, merci infiniment pour avoir pensé à ces femmes-là. Je voulais aussi remercier vos partenaires. Nous avons des problèmes de latrines dans la commune. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de latrines. Nous avons besoin de latrines publiques. C'est mieux de nous donner ces latrines publiques qui vont faire que notre cadre de vie sera assaini. Cette association créée depuis 2017 œuvre inlassablement pour le bien-être des populations à travers diverses actions dont le forage des puits. Et dans le cadre de l'élaboration du Code des collectivités territoriales, le ministre de la décentralisation, Alassane Seydou, a donc procédé jeudi à l'installation des experts en charge de son exécution. Ils ont principalement pour mission d'actualiser les dispositifs légaux et réglementaires de l'administration territoriale. Regardez. Messieurs les experts, vous aurez pour mission de travailler et d'affiner vos réflexions pour des propositions de stratégie visant le renforcement et la rénovation du dispositif légal et réglementaire de l'administration territoriale. Vous aurez entre autres à vous inspirer des livrables du processus de relecture de la PONADEC qui est aujourd'hui dans sa phase finale, des résultats de l'étude sur la capacité institutionnelle des communes qui va bientôt s'achever et de plusieurs autres documents ou informations déjà disponibles. Vos réflexions doivent en outre aboutir à l'élaboration d'un code des collectivités territoriales à même de donner plus de moyens de visibilité et de vitalité aux entités territoriales afin que soit instaurée une nouvelle culture juridique de la décentralisation dans notre pays. Il est donc nécessaire de vous doter d'un plan de travail sur la base d'une note méthodologique claire à cet effet. C'est pourquoi je vous invite à assumer pleinement et avec abnégation la lourde mission qui vous est assignée. Je ne doute pas un seul instant que vous vous en acquitterez avec professionnalisme, dévouement et esprit de responsabilité. C'est en ces mots que, en vous remerciant pour l'acceptation de la mission, je vous déclare officiellement installé et vous souhaite beaucoup de courage et surtout la réussite dans cette importante mission que la République vous confie. Décentralisation toujours à la municipalité de Cotonou. Élus cadres de l'administration et membres de la société civile réfléchissent sur le projet de budget primitif gestion 2021. C'était à la faveur d'un atelier relatif au débat d'orientation budgétaire de la ville de Cotonou tenu jeudi. La participation citoyenne, une démarche utile pour un véritable développement local, se poursuit et doit devenir la norme au sein de notre administration municipale. Nous l'avons donc réitéré par la descente de nos agents, notamment ceux de la direction des études, de la prospective et de la programmation, de la direction des services techniques, de la direction des services économiques et financiers et la direction des services à la population sur le terrain du 8 au 14 octobre 2020. Dans le but de collecter les besoins en investissement pour le primitif 2021, comptant pour les sous-secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture et sport, de l'hygiène et de l'assainissement et de l'agriculture urbaine. Mesdames et messieurs, notre ambition de faire de Cotonou une ville moderne, une ville phare, économiquement solide et d'assurer aux populations de cette ville de meilleures conditions de vie nécessite la mise en œuvre d'actions pertinentes dans le temps.
Le présent atelier va permettre à la société civile de procéder ensemble avec les techniciens au choix des besoins déjà collectés suivant des critères, notamment la pertinence, la cohérence et la priorité en vue de jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen de l'action publique. C'est donc une avancée vers la responsabilisation des agents des collectivités territoriales à travers l'obligation de résultat et l'obligation de rendre compte. Au regard de cette situation, des communications vous seront présentées sur des thématiques variées afin de vous permettre de circonscrire les débats qui constituent la base des choix stratégiques. Osvaldo Meki sur les chantiers de construction du stade d'Abomey. Le ministre des Sports est allé constater l'évolution des travaux, lesquels travaux ont connu de retard déjà. Et sur la base du calendrier réaménagé, il urge de mettre la pression sur les responsables en charge des travaux et surtout l'entreprise en charge des travaux et pour la livraison à bonne date des dits travaux. Imet Hélène Amousson, Georges Vaudounon. En retard de plusieurs mois, le projet de construction des stades au Bénin a connu récemment un réaménagement dans le calendrier d'exécution des travaux. Quelques semaines avant la fin du nouveau chronogramme, Osvaldo Meki est allé constater l'évolution des travaux. Sur le chantier de construction du stade Omnisport d'Abomey, le ministre des Sports a pu aussi s'enquérir de la qualité de l'infrastructure en construction et des dispositions prises par l'entreprise pour l'achèvement à bonne date des travaux. L'entreprise se bat pour pouvoir s'en sortir, pour livrer les travaux de qualité dans un délai très, très bref. Aujourd'hui, nous sommes à environ 85% du taux d'exécution physique sur le site d'Abomey. Cette difficulté qu'on évoquait, c'est Covid-19, mais avec la gestion de cette pandémie avec le gouvernement, je crois quand même que l'entreprise a pu importer déjà les matériels nécessaires qui devaient venir de l'Europe pour les travaux. La descente à Abomey est l'une de la série entamée par d'autres localités. Pour cette première phase du projet, le gouvernement a prévu la construction de 22 stades de normes internationales. La qualité de l'ouvrage en cours de réalisation doit être donc irréprochable, a souligné le ministre. Le chef de l'État a voulu que nous prenions beaucoup de précautions et cela a été fait avec le soutien du ministère du cadre de vie et des autres collègues du gouvernement. Nous avons veillé à ce que la qualité des infrastructures, la qualité du béton, la qualité des aires de jeu soit vraiment confortable pour pouvoir, vous le savez, inscrire notre pays aussi sur la liste des pays disposant d'infrastructures pouvant accueillir des compétitions internationales. Donc sur ce plan, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est plus de célérité pour que vraiment ce stade soit délivré pour le bonheur des populations d'Abomey en particulier. Ce qui est évident, c'est que ces 22 stades qui sont prévus dans la première phase du programme d'action du gouvernement seront délivrés dans ce mandat et une fois encore, nous appliquerons les sanctions nécessaires si les délais contractuels ne sont pas respectés. Mais dans tous les cas, les Béninois peuvent être certains. Tous les 22 stades seront délivrés et nous en rendons compte. Outre le contrôle du chantier, la démarche du ministre des Sports vise à mettre la pression sur les entreprises qui ont à charge la réalisation des ouvrages. Ces dernières sont appelées à se conformer au nouveau chronogramme et à livrer le plus rapidement possible les infrastructures. Pendant ce temps, l'honorable Edmond Agua, lui, était sur les chantiers en cours d'exécution dans les départements des collines dans le cadre du programme d'action du gouvernement. L'objectif est d'aller constater l'évolution des travaux sur les différents sites et l'élu parlementaire a fait le tour des communes de Savay, Ouessé et Glazoué. Reportage. Une visite de chantier initiée et conduite par l'honorable Edmond Agua. Le périple a conduit l'élu parlementaire sur les sites des grands projets inscrits au programme d'action du gouvernement et qui sont en cours d'exécution dans la région des collines. Première étape de la randonnée, le chantier du barrage de Lifo à Glazoué. C'est l'un des chantiers du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savay, Dassa, Glazoué et environ. Et ils vont nous expliquer un peu, nous dire un peu leurs préoccupations, leurs difficultés, est-ce qu'ils sont bien accueillis par les populations qui sont en train d'être construites dans la circonscription. Cap a ensuite été mis sur le chantier d'Aé Djoko dans la commune de Savay. Sur ce site, les travaux sont pratiquement achevés. La qualité de l'ouvrage, en plus des opportunités qu'il offre, n'ont pas laissé l'élu parlementaire indifférent. Ce qui est
bien dans ce qui est en train d'être réalisé en ce moment et que ces retenues d'eau pourront nous aider à l'autosuffisance alimentaire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les collines ont besoin de l'eau à boire. Donc cette eau que nous trouvons dans ce barrage sera traitée jusqu'à ce qu'elle soit buvable. Mais en plus de ça, si le dispositif est installé, les gens pourront s'installer tout autour de cette retenue d'eau, de ce barrage, et faire des cultures maraîchères. À Ouessé, l'honorable Agua et sa suite se sont rendus sur le chantier de construction du stade omnisport de la commune. Là aussi, les travaux évoluent normalement. Les va-et-vient incessants des camions, le mouvement des grues et autres engins lourds sur le site démontrent la détermination de l'entreprise en charge de la réalisation de l'infrastructure à libérer le chantier à bonne date. Je n'ai pas décidé de me promener. J'ai décidé de voir de mes yeux ce qui se dit et se fait. Nous avons soutenu plusieurs régimes. Dans tous les cas, ce terrain est en train d'être réalisé au temps du président Talon. Ça veut dire qu'au temps du président Talon, il y a du concret. C'est vrai, ils ont pris les 2 premières années pour élaborer, faire des études et voir avec les populations ce dont ils ont besoin effectivement pour amorcer un vrai développement. C'est pour cela que j'ai décidé depuis 3-4 ans de soutenir le président Talon. Je veux bien continuer à le soutenir jusqu'à ce que tout ce qu'il s'est engagé de faire là, il puisse le finir. Dans son rôle de représentant du peuple élu dans la région, l'honorable Edmond Agua a promis descendre dans les tout prochains jours sur d'autres chantiers. L'objectif visé à travers cette tournée est de faire le suivi des projets en cours dans les villes visitées, mais aussi informer et sensibiliser les populations à accompagner les efforts fournis par l'exécutif en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et avant de boucler cette annonce, vous êtes nouveau bachelier et vous désirez vous faire former dans les filières de systèmes d'information et logiciels, entrepreneuriat, mais aussi gestion de projets. Eh bien, l'École supérieure de management ESM Bénin se met à votre disposition pour garantir votre insertion professionnelle. Maintenant, question, quelles sont les potentialités et surtout les offres de formation dont dispose cette université? La réponse à travers ces explications de Laurette Kankangbe. Elle est la chargée de communication de l'école. ESM Bénin est un établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders. Nos différentes formations se déroulent en cours du jour et cours du soir et nos diplômes sont bien sûr homologués par l'État béninois et accrédités par le CAMES. Et nos diplômes hissent les étudiants au grade de licence et de master professionnel. ESM Bénin dispose donc d'un agrément qui lui permet donc de donner donc les formations en licence dans les filières suivantes. Nous avons le marketing, la communication et le commerce. Nous avons la banque finance et l'assurance. Nous avons la licence en finance et comptabilité et audit. Nous avons également la licence en management des ressources humaines, la licence en entrepreneuriat et gestion des projets, le transport et la logistique, la gestion des médias, l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, les systèmes informatiques et logiciels et enfin l'assistance de direction. ESM Bénin est bien sûr une université, une école qui se différencie des autres déjà par la qualité de la formation que nous dispensons à nos apprenants. Nous avons un cadre adéquat pour dispenser donc les cours et nos formations sont à coût réduit. Nous disposons également de matériel performant. Nous avons une salle multimédia de plus de 100 ordinateurs qui permettent aux étudiants d'aller appliquer donc les cours théoriques. Nous disposons également d'une cuisine appliquée bien équipée qui permet aux étudiants d'hôtellerie, de tourisme et de restauration d'aller donc faire l'application après les cours théoriques. Nous avons également la possibilité de donner à nos étudiants 50% de réduction sur la scolarité et nous avons également l'apprentissage du chinois, sans oublier également la possibilité aux étudiants de sortir de notre université avec le permis B. Nous organisons des séminaires d'expérience de partage. Eh bien, demain, il y a un séminaire de partage qui commence demain à partir de 9h avec des professeurs, des docteurs, des spécialistes dans le domaine pour aborder des thèmes, partager les expériences avec les étudiants. Et le thème principal de notre séminaire de demain, c'est système LMD,
l'avenir professionnel. Ça permet donc aux étudiants d'avoir des informations sur ce que c'est que le système LMD et comment cela fonctionne. Un autre thème que nous voudrions aborder avec les étudiants demain, c'est l'inclusion financière au Bénin, rôle de la finance digitale. Nos résultats témoignent même de la qualité de la formation que nous dispensons à nos étudiants. C'est d'ailleurs pour cela que depuis 2017, eh bien, nous avons des résultats qui témoignent de la performance de nos étudiants, parce que d'ailleurs nous sommes donc un véritable label d'expérience. Alors, en 2017, en licence 2017, nous avons eu un taux de réussite de 94,93%. En 2018, le taux de réussite était de 90,16%. En 2019, en licence, on était à 84,96%. Et en 2019, toujours en master à présent, on a eu un taux de réussite de 82,35%. Et c'est la fin de ce journal que toute l'équipe de rédaction de la technique de la présentation vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur le www.canal3television.com et sur notre application mobile Canal 3 Bénin. À très vite.